Alors, alors, donc, high-tech design, c'est quoi? Dans quel secteur d'activité vous êtes? Où est-ce que vous êtes implanté? Voilà, donne-nous un peu la présentation de. Ok, je donne d'abord le contexte même de la création d'IT Design, tu vas rigoler. Mhm. Quand j'étais en école d'ingénieur, en quatrième année notamment, justement, j'étais apporté par voilà, cette envie d'entreprendre au Cameroun, de faire quelque chose de concret, de pouvoir de valoriser justement mes acquis. J'étais déjà dans ce mood-là. Et du coup, je recherchais vraiment un projet qui allait me donner sens à ce que je fais au quotidien, aux études que je fais, parce que j'ai une formation d'ingénieur génie industriel spécialisé en Mhm. mécatronique. Donc, je me disais, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle peut être ma valeur ajoutée? Et je me Mhm. suis lancé justement dans une réflexion. Et pendant cette phase de réflexion, j'ai intégré un programme, ce qu'on appelle étudiants entrepreneurs, qu'ils ont mis ça en place en France, donc que j'ai OK. suivi. Ça m'a permis derrière voilà, de canaliser la réflexion, de l'orienter. Et le premier projet qui est sorti c'était un Fab Lab. Pour te dire qu'Hightech Design, même tel qu'on le connaît aujourd'hui, a failli être un OK. Fab Lab. À la base, c'était Mhm. un Fab Lab que je voulais montrer justement pour vulgariser et démystifier justement les technologies, en général, les technologies qu'on peut retrouver en général dans les Fab Labs, qui sont en fin de compte des vitrines. Si tu veux, pour moi, c'est des vitrines, on va dire, de cas d'usage de la technologie pour moi, surtout les technologies numériques, donc que c'est soit machine à commande numérique ou le digital en général, mais les Fab Labs misent vraiment dessus et sur l'aspect innovation. C'était vraiment ça à la base que je voulais mettre en place. Et dans les réflexions, je me disais aussi, je ne veux pas juste monter un projet pour monter un projet. Je vais être une partie prenante dans ce projet. Tout à Et fait. rapidement, la question du modèle de rentabilité du Fab Lab se posait. C'est qu'un Fab Lab, bon, des discussions, c'était un business model rapide. C'était difficilement. C'est que rentabiliser un Fab Lab, c'était compliqué, en tout cas. C'était Mhm. compliqué de Mhm. rentabiliser un Fab Lab. Donc, du coup, il y a Mhm. vraiment une réflexion qui allait dans tous les sens. En fait, ça commence en 2018. Hein. Je venais juste d'arriver en France. Donc, j'étais déjà dans cette démarche à mon arrivée. Donc, voilà, j'ai commencé donc à réfléchir par rapport à ça à partir de 2018. Mais je suivais toujours mon cursus d'ingénieur. Mhm. Et puis, il y a eu on va dire, première solution possible, c'est pouvoir monétiser des services à l'intérieur du Fab Lab. Mais quand on a regardé l'écosystème camerounais, il y avait des Fab Labs déjà qui avaient du mal à s'en sortir. Donc, c'était compliqué à rentabiliser comme activité. Mhm. Et puis, j'ai carrément laissé tomber le Fab Lab. C'est que j'ai laissé tomber le Fab Lab. J'ai dit, bon, ok, je cherche un autre projet. Euh, Vu que j'ai une formation mécatronique, mais à la base, c'était une formation orientée vers l'automobile. J'ai commencé Mhm. à me dire, bon, l'automobile, au Cameroun, on a besoin d'avoir une touche un peu nouvelle dans le secteur automobile, surtout dans la partie SAV, avant d'attaquer la partie production. Donc, Mhm. c'est là que l'équipe de IT s'est constituée à ce moment-là. D'accord. C'était c'était des personnes avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets entrepreneuriaux ou d'autres ou d'autres des connaissances, juste des amis de lycée avec qui OK. bon, on s'est retrouvés ici en Europe. Donc, l'équipe s'est montée d'abord dessus. On a créé Hightech Car. C'était d'abord Hightech Car. On voulait justement révolutionner le SAV automobile au Cameroun. C'était Ah, l'objectif, c'était véritablement de rapporter justement notre savoir-faire sur la partie maintenance. Justement, parce que le constat était fait, c'est qu'on avait des véhicules de plus en plus récents qui arrivaient au Cameroun, dont mhm. le SAV n'était pas forcément maîtrisé, parce que c'était beaucoup plus technique. Voilà, Mhm. OK. l'électronique embarquée c'était plus juste la mécanique automobile, c'était l'électronique embarquée dans le véhicule. C'était véritablement, voilà, un secteur donc c'est un secteur, mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un secteur qui est porteur et qui est promoteur. Donc, voilà. Donc, on est allé dessus. On a donc décidé j'ai monté l'équipe, on était 5. Donc, l'équipe, dans mes associés actuels chez Hightech Design, on était 5. OK. On a commencé à initier, moi j'étais en France, il y a une en Allemagne, il y avait l'autre aussi en France et 2 au Cameroun. Donc, on a commencé à réfléchir dessus. Euh, on a commencé à avoir des barrières parce que, si tu veux, la compétence locale était l'un des principaux freins. À quel niveau? La compétence, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas
dans un garage au Cameroun, très peu maîtrisent la SAV de véhicules, on va dire à partir de 2010, qui sont bourrés d'électronique. C'est de l'électronique, Hmm. c'est au-delà de la mécanique. On va dire, si tu veux, je te donne un chiffre, hein, la majorité, on va dire à peu près 60% des pannes aujourd'hui dans les véhicules sont des pannes électroniques à la limite. La mécanique aujourd'hui, il y a déjà un certain background et une expérience dans la mécanique, de telle sorte que voilà, les gens ne galèrent plus à aller déceler des pannes mécaniques. Par contre, l'électronique aujourd'hui, qui a été intégrée dans les voitures, aujourd'hui on parle de voitures avec des automatismes ça et là, ouverture automatique, voilà. Tout à On fait. parle maintenant de véhicules autonomes même. Donc, je, Hmm. je ne parle même pas de véhicules électriques où la mécanique carrément disparaît. Là, on parle Hmm. purement sur des moteurs électriques avec de l'électronique électrique qui est un peu de partout. Donc, il y Hmm. avait véritablement ce manque de compétences parce que au Cameroun, le marché camerounais était, si tu veux, saturé par des compétents, mais en mécanique. OK. Donc, on n'arrivait pas forcément à trouver de profils qui étaient en adéquation avec ce qu'on voulait faire, en réalité. OK. Ça, c'était la Hmm. première barrière. Et puis, il y a eu d'autres Hmm. barrières de l'ordre de l'administratif. Voilà. À distance, ce n'est pas forcément évident à gérer. Donc, Hmm. on restait quand même un projet qui était piloté à distance. Ce n'était pas forcément Hmm. évident. Hmm. Et voilà. Et du coup, c'est second, on va dire, c'était pas forcément l'échec, mais Fab Lab a échoué. Je voyais ITK qui échouait. Je me disais, ah, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Je j'étais un peu perdu et puis j'ai un pote justement qui est un de mes associés qui a une bijouterie et OK. qui m'avait parlé justement d'un projet d'achat d'une machine qui va permettre de graver des bijoux, donc pour personnaliser les bijoux. Tout à Donc, fait. on s'est lancé dans la réflexion au bout de 3 6 mois. Donc, je me suis mis à la recherche de fournisseurs en Chine. Donc, j'ai commencé à discuter avec des fournisseurs. On discutait. Et on a trouvé justement le fournisseur qui remplissait nos critères, que ce soit en termes de qualité comme de prix. Donc, voilà. C'est comme ça que finalement, on s'est lancé là-dedans. On a acheté une graveuse laser qui permettait de personnaliser les bijoux. Donc, la bijouterie, un clin d'œil au bijoutier de 137. Donc, Mhm. c'est de là véritablement qu'a été design pas parce que le fournisseur qui nous a permis justement d'atteindre l'objectif justement et de pouvoir vendre ce service on va dire, de personnalisation de bijoux, c'est le même fournisseur avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, Mhm. en 2020, on a l'achat de la machine pour graver les bijoux qui se fait, qui arrive au Cameroun. La formation avec les fournisseurs qui se fait à distance. Il y a la prise en main de la machine. Et ça fonctionne bien. 1 an, 2 ans, on n'a pas de souci. On a 1 an avec la machine sans aucune panne. Tout se passe nickel. Il y a une assistance. Voilà, il y a quand même une facilité à prendre en main le truc. Et puis, je me remets à repenser à mon projet de Fab Lab. Comme Mhm. ça, hein, je me dis, mais finalement, au lieu de faire un Fab Lab, est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui pourrait justement lier les technologies et, si tu veux, la partie fabrication? Parce que le Fab Lab, c'est quand même un lieu de fabrication et d'innovation. Donc, c'est de là, en fait, que la réflexion a été design, que le projet a été designé. Je me dis, est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas, justement, je fais du génie industriel et aujourd'hui, il y a clairement quelque chose à faire du côté de la fabrication et de l'usinage, justement, parce qu'on reste sur des métiers qui sont très informels. C'est des Mhm. artisans en général, moi je Mhm. les appelle des artisans. Et Tout à fait. moi, à ce moment, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'industrialiser ce métier, de le rendre plus professionnel? C'est là, on réfléchit avec justement Steve Foka. Donc, c'est avec lui à ce moment, c'est vraiment avec lui que je discutais, même si après, il y a des associés bon, qui étaient déjà là, mais qui ne contribuaient pas véritablement, mais ils étaient quand même déjà là. Donc, voilà, Mhm. on réfléchissait déjà. Et puis, moi, je suivais déjà une page au Sénégal qui s'appelle Metal Art, donc, qui faisait justement de la soudure. C'était un atelier de soudure à l'époque, voilà, qui faisait de la soudure en 2018, je pense. Et j'ai vu l'évolution de Metal Art. Je le suivais sur Mhm. les Facebook, et puis j'ai vu comment est-ce qu'il a intégré justement les machines à commande numérique qui sont, je crois, que c'est une machine, la machine les machines les plus présentes dans les Fab Labs. Comment est-ce qu'il a mis justement les machines à commande numérique, si tu veux, à des fins justement de fabrication et pour justement professionnaliser son métier. Et de 2018 à 2020-21, j'ai vu l'évolution. Donc, il était quitté d'un atelier, je crois, de visu, hein, peut-être de 20 mètres, de 30 mètres carrés. Et j'ai vu l'évolution, comment est-ce il a créé tout un modèle justement derrière ça. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire.
Mhm. Bon, moi, j'ai poussé, tu verras un peu plus tard, j'ai poussé la réflexion beaucoup plus loin que ça, mais je me suis dit, ça ressemble à ce que je veux faire. En tout cas, c'est un très bon point d'entrée et ça me permet de mettre en avant mes acquis, justement, d'ingénieur, génie industriel. Et c'est Mhm. de là que j'en parle à Steve Foka, qui est mon associé, et puis on en parle à Julie, qui est notre associé, et puis Abderrani, qui est un Algérien, qui est un des autres associés, et le dernier qui est Gisela Noumissi. Euh, donc on en parle, et finalement, on se dit, bon, ITK, c'était pas mal, mais le marché, est-ce qu'il est prêt, ou alors est-ce qu'il y a tout est réuni, même si nous, en tant qu'entrepreneurs, notre but, ce n'est pas de venir trouver un marché où toutes les conditions sont réunies, c'est justement créer les conditions, justement, pour pouvoir. On s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne créerait pas justement un point d'entrée qui serait justement la professionnalisation justement de ce métier, justement, on nous appelle les soudeurs chez nous, ou alors les chaudronniers en général, mais voilà, de professionnaliser parce que chez nous, c'est très, très informel. Donc, Mhm. il y a une réflexion qui s'est donc faite dessus avec justement mon parcours d'étudiant entrepreneur, avec quelques bases justement pour monter un business. Sont de là avec on va dire nos petits acquis, mon background industriel et puis l'équipe aussi qui était plutôt complémentaire. Au bout de 6 mois, on sort un business plan. C'est de là, hein, on sort un business plan, on n'a pas d'argent. Malheureusement, Mhm. il nous fallait, je crois, à l'époque, capital, entre la machine, les locaux et tout, il nous fallait à peu près 40 millions ou 30, entre 36 et 40 millions de francs CFA d'investissement. Et voilà, on était bloqué, hein, on était bloqué par rapport au Alors, financement. On était je rappelle tous, à ce moment, tu es toujours étudiant. je suis toujours étudiant, je suis en fin de quatrième année. Je suis toujours étudiant. Donc, je valide ma cinquième année en gros, hein. Là, je valide ma cinquième année. Mhm. On est tous étudiants, 40 millions de francs CFA, c'est à peu près 80 000 euros, si je ne me trompe pas, ou Mhm. 70 000 euros. Je me dis déjà, bon, c'est des montants assez conséquents. Donc, c'était compliqué. Donc, entre-temps, on continue la réflexion, on peaufine les business plans. Je finis mon école d'ingénieur. Donc, je valide mon année d'ingénieur avec mon stage d'ingénieur. Et j'ai deux possibilités, deux réflexions en tête. Soit je continue les études, Mhm. soit je vais travailler, soit je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais je me lance dans l'entrepreneuriat, je n'ai aucune, voilà, je n'ai pas de garantie, voilà, je pars de rien. Et je reste quand même assez lucide parce que je connais mon parcours, je sais d'où je viens. Donc, voilà, je me dis, je veux prendre les risques n'importe comment. Donc, à il existait déjà, comme je t'ai dit, un groupe, d'étudiants de la terminale C lycée bilingue de Bafoussam, big up à la promotion 2015. On s'était retrouvés justement en Europe, un groupe d'une vingtaine de personnes et on avait tous à cœur et c'est de plus en plus rare, donc on avait tous à cœur justement de pouvoir mettre justement, au service justement de notre pays, nos acquis, de pouvoir faire quelque chose. On était tous d'accord de façon unanime sur le fait qu'il fallait faire quelque chose au Cameroun. Il fallait le Ouais. faire. Donc du coup, c'est allé de là. Genre, j'ai proposé justement, voilà, s'il faille constituer 40 millions, 5 personnes, c'est plus compliqué que 20 personnes. Je suis allé Mhm. de ce raisonnement-là. Et puis, je leur ai proposé, écoutez, c'est aussi valable pour le projet high-tech design, c'est que ça pourrait être valable pour n'importe quel projet porté par un de nous. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on mette en place une sorte de tontine qui va financer des projets portés par l'un de nous en destination justement du continent. C'est aller de là, voilà, la réflexion a été justement orientée dans ce sens-là. Et c'est de là que décolle le financement d'Hightech Design. En fait, si Wow. je voulais te donner le contexte de la création d'Hightech Design, en fait, Très important. Hightech Design est parti de ce qu'on appelle Love Money, mais Mhm. d'anciens Mhm. camarades de lycée à moi, avec qui on a gardé Mhm. du lien, avec Mhm. qui aussi on partageait une certaine vision vis-à-vis du continent. C'est intéressant que tu le dises parce que tu vois, l'un des thèmes que je voulais qu'on aborde aussi, c'est la question du financement. Tu fais l'aborder plus tard, mais là, tu me fais une belle passe. Alors, tu as beaucoup de gens, nous, on le voit un peu plus parce que comme on accompagne des boîtes qui lèvent des fonds, ça fait que parfois, alors ceux qui ne savent pas à peu près à partir de quel stade est-ce qu'on accompagne, donc viennent nous livrer en fait leur besoin de financement, donc on en reçoit pas mal. Et puis, tu as beaucoup, en fait, qui ne sont pas encore arrivés à un stade qui va légitimer qu'ils aient du business angel
un lycée, etc., et qui sont au début, là où toi tu te trouvais. Et puis, parce qu'ils ne vont pas réussir à mobiliser des fonds par des mécanismes classiques, voilà, ils vont laisser tomber le projet. Mais toi, à ta manière, tu es en train de dire que oui, il y a ces mécanismes classiques, mais tu as pu convaincre des copains de lycée. Enfin, je veux dire qu'il y a eu un besoin de financement. Le fait que tu n'aies pas été un blocage, le fait que ton père ou ta mère n'ait pas de fonds à t'envoyer n'a pas été un blocage, tu as trouvé un autre stratagème. Et puis, de toutes les façons, voilà, il y a de l'argent, il faut juste savoir comment convaincre ceux qui en ont. Et puis, à ce stade-là, c'était des camarades, et puis ils ont mobilisé le financement. Et la question que je demande à partir de là, c'est le sentiment que tu perçois sur le continent, chez plus en plus d'entrepreneurs, quant à la question du financement. C'est quoi ton opinion dessus? Est-ce que le manque de financement est un blocage? Est-ce que tu estimes qu'il y a du financement? Comment tu analyses un peu cette question-là? Ok. Je vais te donner mon analyse très, très, très subjectif, mais qui peut être Mhm, aussi très objectif. Je pense mhm, qu'aujourd'hui, et j'ai compris avec ma petite expérience que le financement devrait être le dernier des soucis. Je m'explique. mhm. Parce que à l'époque, quand je cherchais justement le financement avec des amis, avant de me retourner vers justement des amis, j'ai essayé déjà voilà, de voir ce qui existe en termes de financement, que ce soit via des banques, en fait des canaux classiques. Ça ne marchait Hmm, pas forcément. En général, c'est parce que tu n'avais pas, si tu veux, on n'avait pas la légitimité. Parce qu'en fin de compte, l'idée est extraordinaire, tout le monde peut l'avoir. La différence entre une idée de projet et une entreprise, c'est l'action. yeah, Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, et c'est à ce moment que je me suis donné comme challenge, si j'ai réussi pas à convaincre des anciens potes à moi qui me connaissent, je ne pense pas qu'une banque pourra investir en moi. yep, Moi, et c'était véritablement ça mon challenge, c'est que si véritablement cette première phase du projet, je ne réussis pas à mobiliser, c'est que pour moi, c'était véritablement un challenge. C'est que les personnes qui m'entourent, qui savent plus ou moins euh, à quel point je peux être rigoureux, en tout cas, sur les précédentes années, parce que mon hmm, profil n'a pas été toujours, mon parcours n'a pas toujours été rectiligne. Donc, si déjà je ne réussis pas à convaincre ces gens-là d'injecter leur hmm, économie et de prendre des risques hmm. par rapport à moi, pourquoi est-ce qu'une banque ou une personne que je connais ni Adam et Ève viendrait mettre ses économies sur un projet que j'ai monté? C'est ça. Donc, c'est de là, en fait. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, c'est en général, lorsque ton projet il est bien fait, il faut toujours le penser en grand, mais le diviser en Hmm, plusieurs étapes. Et c'est ce que j'ai hmm, fait. J'ai hmm, véritablement visualisé le projet en gros et je l'ai hmm, subdivisé en plusieurs étapes. Je me suis dit, la première étape, il faudrait que je me débrouille pour franchir le premier palier. Et hmm, lorsque j'aurai hmm. franchi le premier palier, à ce moment, je pense que c'est aussi l'erreur dans laquelle beaucoup d'entrepreneurs, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège, c'est que j'ai l'idée, wow, j'ai l'idée du siècle, donc je mérite de recevoir des millions ou je sais pas quoi pour financer mon projet. Non, sauf que des idées, tout le monde en a. C'est ça. C'est pas, voilà, tout le monde peut avoir l'idée. Mais le C'est plus dur, ça. c'est de passer à l'action, c'est de poser la première pierre, deuxième pierre, d'affronter les difficultés et de rester debout, quoi. Absolument. Une fois franchi cette étape-là que tu auras démontré justement que on peut te faire confiance, que tu as la tête sur les épaules et que tu peux porter un projet malgré les difficultés. Connaissant notre contexte, c'est qu'on reste encore dans un contexte camerounais. Tout à Donc fait. voilà. Donc je pense que aujourd'hui, la plus grosse barrière à justement aux porteurs de projet, ce n'est pas c'est vraiment pas l'investissement, hein. Pour moi, Hmm, c'est vraiment la capacité de l'entrepreneur à visualiser son projet et de pouvoir passer à l'action. That's it. Absolument d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, tu vas voir tes copains. Est-ce qu'ils te donnent tout le montant ou une partie du montant? Je vais voir mes copains, mais sauf que je ne peux pas aller voir mes copains pour dire: «Écoutez, je n'ai rien et Hmm, puis je veux de l'argent». C'est que moi-même, hmm, personnellement et avec mes associés, on a constitué, la moitié de l'investissement. C'est que très bien. on à nous 5 déjà, on représentait la plus de la moitié de l'investissement. On est allé voir parce que pour démontrer effectivement que nous, on a une certaine implication, au-delà du fait qu'on a un projet magnifique, tout ce qu'on a pu vendre sur quelques PowerPoint, sur quelques slides, c'est qu'on a pu démontrer aussi que, écoutez, on vous demande de croire en nous. Nous aussi, on croit en nous parce qu'effectivement, on y met
tu vois, c'est nos économies, on a pu constituer quand même, voilà, à peu près la moitié, ce qui a été quand même l'un des éléments qui a convaincu, mes potes. Avec moi, j'appelle mes Tout à potes, fait. ils ont vu: «Ah, ils ont déjà la moitié, OK, on va compléter» et c'est Très de là bien. maintenant que, voilà, c'était plus facile pour moi, pas forcément évident, mais plus facile pour moi de convaincre parce que ça m'a quand même pris, même si on se connaissait 5 à 6 mois pour Mhm. les convaincre. Donc Tout à fait. c'est vraiment l'implication personnelle qui, je pense, qui a été, l'élément décisif Tout à fait. pour convaincre voilà, mes camarades, quoi. Tout à fait. En retour, qu'est-ce que vous leur proposez? Vous leur dites, prêtez-nous de l'argent, vous leur dites, on va ouvrir le capital, vous leur dites, vous aurez des parts sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous leur proposez? En fait, moi, je suis un très gros optimiste. Moi, j'aurais dit: «Écoutez, nous, on va révolutionner le secteur de la fabrication métallique au Cameroun. On va le faire et pour le faire, j'ai besoin en plus d'investisseurs, des personnes qui seront des supports». Donc voilà, il y a beaucoup, ce sont des amis à moi. Donc Mhm. ce que je vous promets à l'échange d'une participation dans le capital, donc en l'échange des possessions de la boîte, je vous promets tel résultat, tel résultat, tel résultat et je me suis projeté avec eux à court, moyen, long terme et j'ai Mhm. été très transparent. Je leur ai dit: «Écoutez, on s'y lance là, on a une étude théorique, mais ça reste théorique. On est sur un marché qu'on peut qualifier de niche parce il y avait quasiment pas d'acteurs qui faisaient concrètement ce qu'on est en train de faire et du coup, Mhm. on leur a dit: "On n'a pas véritablement de données historiques sur l'activité, mais c'est un fort potentiel parce que, voilà, à ce moment, j'ai plutôt vendu mon intuition d'entrepreneur qu'autre chose. Avec bah, après, il y a des études derrière qui n'étaient pas forcément, en lien direct avec notre activité, mais qui étaient quand même corrélées. Donc, voilà, j'aurais par exemple mis, en évidence des indicateurs sur le marché du BTP en général, sur la croissance du BTP, qui est un de nos marchés. Voilà, Mhm. on a mis en évidence certains indicateurs qu'on a conçus nous-mêmes, par exemple sur les métiers justement de la ferronnerie au Cameroun. Donc c'est un peu ça, hein, qu'on a mis en avant, de façon globale et c'est ça que j'ai vendu en fait de conseil que voici l'existant, voici ce que nous on veut créer, voici les étapes Mhm. par lesquelles on va passer et pendant toutes ces étapes, voici ce que nous on vous vend en termes de résultats et vous aurez 2 on va dire, on dit vous, pas vous, mais nous, on aura 2 façons de se gratifier. La première gratification sera financière qui sera à moyen long terme parce que j'aurai vendu du moyen long terme. Ça reste de Mhm. l'industrie et en industrie en général, on prend le temps de bien faire les choses. Tout à Donc fait. j'aurais vendu un résultat en moyen long terme. Première validation, on est d'accord parce que je ne voulais pas avoir des actionnaires qui viennent investir et 3 mois plus tard, ils commencent à me Voilà. dire: «Et alors? Et alors? Et alors?» Donc j'avais besoin de profils patients parce qu'on attaquait Mhm. un domaine, il faut de la patience, de la rigueur et on a validé ça et puis derrière, l'autre gratification, c'est la contribution qu'on pourra avoir, l'impact économique qu'on pourra avoir à travers Mhm. les embauches, contribution à l'embauche de jeunes, parce qu'on a une politique RH très jeune. C'est véritablement une valeur qu'on a on tient à cœur, c'est que, on a quand même un marché de l'emploi qui n'est pas assez voilà, en tout cas, un jeune au Cameroun qui sort d'école n'a pas forcément la capacité de trouver l'emploi. C'est pas qu'il a pas les compétences, c'est qu'il n'a pas forcément Mhm. la possibilité de trouver un emploi et on s'est dit aujourd'hui, profil de jeunes, moyenne d'âge de l'équipe 25 ans, ça prend tout ça, ça a tout sens de pouvoir justement mettre les jeunes en avant, même si derrière il y a des avantages et des inconvénients, mais on tenait véritablement à mettre ça en avant, quoi. Mhm. Donc c'est véritablement ces 2 gratifications qu'on a mis en avant qui ont pu qui a en fait qui a permis de convaincre, les actionnaires actuels d'Hightech Giant, quoi. Parfait.